Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Ce livre est né d'un ras-le-bol. Aujourd'hui, nous entendons un discours de plus en plus dur en France et nous assistons à un changement de vocabulaire dangereux. Nous glissons lentement vers un vocabulaire extrémiste. Nous entendons davantage parler d'assistanat et d'envahissement, et beaucoup moins de solidarité et de fraternité. Le choix des mots n'est pas anodin car ils forment notre pensée et structurent notre façon de voir les choses. Quand on parle d'invasion, d'envahissement, de grand remplacement, ce discours nauséeux pour nous faire croire qu'il existerait une volonté de substitution de la population française, on veut créer de la peur, de la colère. Vision nostalgique d'une France passée où c'était mieux avant quoi d'ailleurs? Comme s'il existait un avant nostalgique, fantasmé et totalement subjectif, qui ne repose sur rien. D'abord parce que la France a toujours accueilli, cela fait partie de son histoire, les Polonais au début du XXe siècle, les Espagnols pendant la guerre d'Espagne et les années franquistes, les Portugais dans les années 60, les Harkis en 62 à 63, puis les Boat People dans les années 70. Ces dernières années, nous n'avons assisté qu'à une seule grande vague d'immigration en 2015. Cette année-là, l'Europe a vu entrer sur son territoire 1 822 175 immigrés illégaux, source Frontex. Mais l'Union européenne est loin d'être la première destination des migrants. Elle n'accueille que 17% des migrants car ils affluent davantage vers les pays voisins des leurs. Ainsi 26% des migrations sont pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. En Europe, les portes se sont refermées en 2017 et la France n'a accepté que 43 000 demandes d'asile, sur les 100 000 déposées, source Croix-Rouge française, janvier 2018. Alors pourquoi cette peur aujourd'hui, qui se cristallise autour de ces questions sur l'immigration? La notion d'invasion peut s'expliquer en partie par le chômage de masse aujourd'hui, qui crée dans la population une anxiété et une peur du lendemain, source de repli sur soi, et est accentuée par une parole politique et des médias peu soucieux de vérité. Le discours ambiant sur l'immigration fait-il vendre? Pourtant la France de tout temps a été une terre d'accueil. Et beaucoup d'associations, de particuliers portent encore la parole de l'hospitalité aujourd'hui. Mais il semble plus facile de mettre le focus sur l'immigration, bouc émissaire de tous les maux de notre société, plutôt que de combattre ce qui creuse les inégalités et provoque peur et repli parmi les plus fragiles de notre société. Les politiques, et notre gouvernement actuel, ont un rôle primordial dans cette vision qu'ils donnent à voir de l'immigration. Pourquoi sans arrêt agiter le chiffon rouge pour attirer un électorat volatile, alors qu'il vaudrait mieux expliquer, calmer le jeu et proposer une vision de notre société généreuse et nécessaire pour renouveler notre population active vieillissante et assurer notre politique sociale grâce à des actifs cotisants, et non clandestins? Jouer sur les peurs n'est pas une solution. Nous vivons une mondialisation où les échanges culturels et économiques, la communication tout azimut et la mobilité des personnes sont devenus un principe irréversible. Alors, ayons l'audace de changer notre regard sur ces personnes qui viennent au péril de leur vie chercher une vie meilleure en Europe. Les expressions épouvantables ont été employées ces derniers temps. Le benchmarking des migrants de Gérard Collomb en mai 2018, le shopping de l'asile, par Nathalie Loiseau, alors ministre des Affaires européennes, en avril 2018, le durcissement de la loi Asile et Immigration, dénoncé par toutes les associations humanitaires s'occupant des migrants, a mis en lumière une indifférence et un durcissement de plus en plus grand vis-à-vis de l'immigration de la part de nos concitoyens. À l'opposé, des dizaines d'associations proposent des aides auprès des migrants, comme par exemple l'Auberge des migrants et Salam à Calais et dans le nord de la France, qui organise la distribution de repas, de vêtements et de couvertures, Dom Asile qui fournit aux demandeurs d'asile un service de domiciliation postale, ou encore le service jésuite des réfugiés JRS qui propose d'accueillir un réfugié chez soi dans un temps limité 4 à 6 semaines. Pris individuellement, les Français semblent donc généreux, à en juger par le nombre d'initiatives qui participent de l'aide aux migrants. Ces propositions sont pourtant moins mises en lumière que les propos négatifs que l'on entend régulièrement. Il y a trop d'immigrés en France. Les étrangers nous piquent notre boulot, ils vivent des allocations et sont mieux pris en charge que les Français. Tous ces fantasmes qui ne reflètent pas la réalité, tournent en rond et dominent les discours actuels.
En devenant histoire dominante, ces discours deviennent des vérités pour beaucoup de nos concitoyens, et un vocabulaire dur et intolérant finit par devenir normal. Ce vocabulaire est aussi en train d'être intégré par des gens qui se disent de gauche, ou tout du moins qui prônent une politique social-démocrate. Ce n'est plus l'apanage de quelques personnes d'extrême droite. Cette pensée semble gagner l'ensemble de la population, comme si les idées du RN étaient aujourd'hui intégrées comme la norme. Ce glissement sémantique est dangereux, car il dit quelque chose de notre conscience d'être humain et de la société dans laquelle nous vivons ou voulons vivre. Même si nous restons encore nombreux à ne pas nous reconnaître dans ce vocabulaire et ce discours ambiant. Je travaille auprès de personnes réfugiées, demandeurs d'asile et immigrés depuis plusieurs années. J'interviens sur 2 dispositifs qui me font côtoyer des gens venus d'horizons divers et qui ont pour particularité d'avoir quitté leur pays pour des raisons économiques, politiques, pour fuir la guerre ou des situations familiales douloureuses. J'interviens en tant que formatrice dans le cadre de l'OFTT, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur des formations linguistiques pour acquérir des bases de vocabulaire et pouvoir être relativement autonome. Et 2 jours par semaine, je suis également en charge d'un atelier de recherche d'emploi pour des personnes ne maîtrisant pas le français et ou peu autonomes dans leur démarche. Je rencontre donc des personnes qui viennent d'arriver en France, et d'autres qui sont là depuis plusieurs années. Je reçois une grande majorité de femmes dans mes ateliers de recherche d'emploi. Pourquoi des femmes ? Le fait d'en être moi-même une permet peut-être à certaines de se sentir plus à l'aise. On se sent proche quand on évoque les enfants, la vie de famille, le fait de devoir tout concilier. Entre femmes, on peut parler plus facilement des problèmes de femmes, du regard des hommes, de sa place à trouver dans la société. Pour beaucoup, et notamment des femmes musulmanes, qui n'ont pas été élevées dans une culture de la mixité, c'est plus facile de s'adresser à une femme plutôt qu'à un homme. Les femmes immigrées souffrent d'une double invisibilité. On leur donne peu la parole et elles sont plus souvent victimes de discrimination. Et parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'être entendues, elles ont quelquefois du mal à se mettre en lumière, à accepter de se raconter, comme si elles n'avaient rien à dire ou que leur histoire leur semblait sans intérêt. « Je ne vous serai pas utile », m'a dit l'une d'elles, pourtant ingénieure, célibataire, chrétienne et syrienne, un profil qui justement m'apparaissait moi, particulièrement intéressant par ses caractéristiques minoritaires. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de rencontrer des filles mineures isolées. On me dit qu'elles sont souvent prises dans des réseaux de prostitution et disparaissent. Elles sont donc peu nombreuses à être accompagnées dans les dispositifs de l'ASE. J'ai donc voulu raconter des histoires de vie. L'histoire de femmes en prise avec les injonctions de la société, qui leur demandent de s'intégrer sans expliquer la façon de s'y prendre, de parler français, sans financer systématiquement des cours de linguistique, de travailler sans donner les codes pour chercher, etc. Pourtant toutes les femmes que je rencontre ont à cœur de s'insérer. Elles veulent travailler, se sentir utiles, élever leurs enfants pour qu'ils réussissent. Les femmes que j'ai interviewées ont des parcours de vie très différents. Certaines sont éduquées, d'autres n'ont jamais été scolarisées. Elles ont vécu des situations difficiles, voire dramatiques et tragiques pour certaines. Toutes un jour ont dû faire un choix crucial, celui de partir, quitter leur pays, leur maison, leur famille et leurs amis pour vivre ailleurs. L'exil n'est jamais un premier choix. On part parce qu'on ne peut plus faire autrement. Et il faut un sacré courage. Mon propos sera donc de déconstruire toutes ces vérités, qu'on nous assène à longueur de temps. Car ce qu'on appelle vérité, ne sont que des histoires dominantes qui vont rendre toutes les autres histoires possibles inaudibles. Et ces femmes nous ressemblent, elles ont les mêmes désirs de bonheur, d'épanouissement. Elles ont envie de vivre en paix, de voir grandir leurs enfants, de faire des projets d'avenir. Elles sont nos semblables, nos sœurs en humanité. Quelle que soit leur religion, leur couleur de peau, leur raison d'être venues vivre en France, elles ont l'espoir d'une vie meilleure pour elles et leur famille. L'envie d'être comme les autres, tout en gardant leur identité. Qu'avons-nous à leur offrir en échange ? Du journalisme classique au journalisme narratif. Quand j'ai commencé ma formation sur les pratiques narratives en janvier 2018, j'étais bien loin d'imaginer que cela modifierait ma posture de journaliste. Pourtant, dès le début, j'avais annoncé en me présentant au groupe que j'avais le projet d'écrire des portraits de femmes réfugiées, migrantes,
avec comme intention de lutter contre le racisme ambiant et montrer autre chose. J'avais le pressentiment, avais-je dit, que les pratiques narratives pouvaient m'apporter quelque chose. Quoi? Je n'en savais rien, c'était juste une intuition. Très vite, je me suis rendu compte que cela m'aidait à clarifier mon objectif. Un des premiers enjeux des pratiques narratives est de travailler sur la déconstruction. Déconstruire est une notion inspirée de Derrida et de Foucault pour penser différemment les discours, les intentions et remettre en question ce qui peut paraître évident. Et mon objectif à moi était très clair. J'avais ce besoin impérieux de déconstruire toutes ces histoires dominantes sur l'immigration. Il m'est apparu très vite que mon indignation face à ces contre-vérités ne pouvait se rendre lisible que si je partais de récits positifs, porteurs d'espoir et de sens. Je ne voulais en aucun cas plomber les gens, faire du misérabilisme pour montrer comme il était essentiel d'accueillir ces femmes qui fuyaient des situations si dramatiques. Non, personne n'a envie de se coltiner la misère du monde. Et je découvrais bien vite que ces femmes ne portaient aucun regard dramatique sur leur situation. Bien au contraire. Elles étaient gonflées à bloc, pleines d'envie d'améliorer leur situation, de vivre pleinement leur aventure française. Je reprends là un terme que m'a dit l'une d'elles. J'avais au départ l'idée de les interviewer, et j'ai vite réalisé que mes questions d'occidental ne collaient pas à leur réalité. Il était bien plus intéressant de les laisser s'exprimer sur ce qu'elles voulaient raconter, avec leurs mots, leurs envies, ce qui leur paraissait important à leurs yeux. J'ai repris à mon compte la phrase de David Epstein. Plutôt que de continuer d'écrire sur nos patients, nous devrions écrire avec eux. Ce n'étaient pas mes patientes bien sûr, elles n'avaient rien demandé. C'était moi plutôt qui étais en demande d'entendre leurs histoires. Mais j'avais compris qu'il était bien plus intéressant de les laisser raconter ce qui était important pour elles, que de leur poser des questions, qui ne correspondraient pas forcément à leurs préoccupations. Ainsi, ma posture de journaliste a évolué dès que j'ai commencé à travailler avec elles. Je ne les rencontrais plus avec une liste de questions établie à l'avance. J'étais à leur écoute sans présupposer. J'ai donc dû complètement lâcher prise, et ça a été pour moi très libérateur de venir au rendez-vous sans savoir ce qui allait se dire. J'ai bien fait. À chaque entretien, j'ai été étonnée de la tournure que prenait l'histoire. À chaque fois, j'ai été surprise par ce qu'elles avaient choisi de me raconter. Dans les pratiques narratives, on dit qu'on va tisser avec la personne, c'est-à-dire qu'on va l'aider à aller chercher du côté de son identité ce qui est important pour elle. On passe du paysage de l'action, les faits qu'on raconte, au paysage de l'identité, ce que ça dit de moi, et inversement. L'objectif est de faire apparaître de riches histoires de vie, s'appuyant à la fois sur du factuel et en même temps faisant ressortir les valeurs de la personne. À la suite du premier entretien, j'ai mis sur papier leurs propos en les reportant le plus fidèlement possible. Pour une meilleure lisibilité, je me suis autorisée à changer quelques mots, changer l'ordre d'anecdotes, leur suggérer un mot qui convenait en français quand elles cherchaient le mot juste. Ce premier travail me permettait de prendre de la distance et d'interroger ensuite avec un œil plus narratif, leur identité. J'avais beau les connaître, j'en accompagnais certaines depuis 1 an voire 2 ans, j'avais besoin de temps, et elles aussi pour se raconter. Les entretiens suivants m'ont permis ensuite de tisser sur leur identité, c'est-à-dire aller interroger leurs valeurs, ce qui résonnait en elles dans leur histoire, et ce que ça voulait dire de ce qui était important pour elles. Ces rencontres m'obligeaient à adopter une posture plus active, en questionnant ce qu'elles m'avaient dit. Je reprenais les propos qui m'avaient interpellée, et je les interrogeais sur ce que ça voulait dire pour elles. J'ai ensuite eu envie d'un dernier entretien pour leur lire leurs témoignages, voir si je ne dévoyais pas leurs paroles, et regarder leur visage à la lecture de leur récit de vie. Parallèlement à ma posture en face d'elles, mon travail d'écriture a aussi beaucoup évolué. En travaillant au fur et à mesure sur leurs récits, j'ai changé plusieurs fois de façon de faire. J'ai d'abord eu envie de m'effacer derrière leur histoire et les laisser parler avec leurs propres mots. Je n'intervenais plus dans le récit, ne donnais ni explication, ni commentaire sur ce qu'elles disaient. En donnant à lire mes textes à des praticiennes narratives, je me suis rendu compte que cette forme d'écriture n'était pas assez lisible pour le lecteur. En effet, le retour qu'il m'était fait était de me questionner sur mon intention. Quel était mon objectif ?
Qu'est-ce que je voulais faire avec ces récits? Leur seul témoignage déconcertait le lecteur, la lectrice en l'occurrence. Je ne pouvais donc pas juste les laisser s'exprimer. Il me fallait réfléchir à mon attitude vis-à-vis de leurs récits pour démontrer ce qui me tenait tant à cœur, et démonter tous ces discours déshumanisants autour de l'immigration. Comment faire passer mon message? Comment montrer que ces femmes, ces étrangères qui nous effraient tant et à qui on prête tous les maux de notre société, ne sont pas si différentes de nous? Nous partageons bien souvent les mêmes valeurs, les mêmes désirs de bonheur, elles sont nos lointaines proches. Mon intention était bien là. Comment la rendre lisible? Dans les pratiques narratives, on peut faire appel à un témoin extérieur pour rendre hommage aux paroles et actes de la personne accompagnée. Le témoin extérieur est une personne invitée, choisie par le .la-praticien.ne narratif.ve pour renarrer des aspects de l'histoire originelle qui ont frappé son attention. Cela permet de donner reconnaissance à la personne qui raconte, de la richesse de son histoire. Le témoin extérieur écoute donc attentivement l'histoire qui lui est racontée, puis exprime ses renarrations, c'est-à-dire qu'il reprend les mots, expressions qu'il a entendus et qui l'ont attiré. Puis, il décrit les images qui lui sont venues à l'écoute du récit, ce peut être des métaphores concernant la vie de la personne, des ressentis sur ce que ça veut dire quant aux valeurs, buts, croyances, espoirs de la personne. Le témoin extérieur peut ensuite dire comment ça résonne en lui, qu'est-ce qui fait écho par rapport à sa propre histoire personnelle. Enfin, il est invité à exprimer la façon dont cela l'a ému. Ce travail permet à la personne qui raconte de penser au-delà de ce que l'on pense d'habitude en parvenant à une nouvelle perspective de sa vie et son identité, se réengager sur des aspects négligés de sa propre histoire, se reconnecter avec des valeurs et des buts de vie révérés, donner de nouvelles significations aux expériences de sa propre vie qui jusqu'à présent n'étaient pas comprises, se familiariser avec des savoirs et des compétences de vie dont jusqu'à présent on était à peine conscient. Carte des pratiques narratives, Michael White, page 202. Édition Satas 2009. J'ai donc demandé à des professionnels qui travaillent avec ces populations, de jouer le rôle de témoin extérieur pour 3 de ces femmes. Je me suis aussi décidée à intervenir dans le récit, en me plaçant moi aussi comme une sorte de témoin. Le but poursuivi n'était bien sûr pas le même que celui initié par Michael White. Il ne s'agissait pas ici de faire de la thérapie, je suis journaliste. Je voulais, par la reconnaissance que je donne à leurs paroles, me placer comme médiatrice entre le lecteur et ces femmes, donner à voir qui elles sont, mettre en lumière ce qui les habite, rendre hommage à leur courage et à leur détermination, sans pour autant me mettre trop en scène. C'est donc ce que j'ai essayé de faire à travers ces 8 portraits de femmes. Ce travail m'a aussi permis de nouer des liens forts avec chacune d'elles. Et cette expérience a été extrêmement riche pour moi. À la fin de mon travail, j'ai voulu les réunir en une sorte de cérémonie définitionnelle. Là encore, j'ai emprunté cette pratique à l'approche narrative. La cérémonie définitionnelle a été pensée par Barbara Meyerhoff comme un rituel de revalorisation du récit de vie des personnes devant d'autres. Je les ai donc réunies un samedi soir pour un dîner à la maison, avec l'idée principale qu'elles se rencontrent pour nouer des liens entre elles, se sentir peut-être moins seules et se reconnaître dans les histoires des autres. Ce fut un moment mémorable, qui a permis à certaines de confier des événements importants, voire dramatiques, de leur vie. Ainsi, Sadaf, afghane, a raconté comment son père avait été assassiné de 23 coups de couteau, alors qu'il était seul chez lui. Il était mort en martyr, et ce mot dit en arabe a résonné auprès de plusieurs. J'ai vu dans le regard de Shahida, l'Algérienne, combien ces paroles la touchaient, elle qui avait vécu les années noires du terrorisme en Algérie. Zainab, la Benjamine, 21 ans, qui a fui le Kurdistan irakien à pied n'emportant avec elle qu'un sac à dos, a été applaudie quand elle a dit avec conviction combien la vie était dure mais qu'il fallait se battre et qu'elle-même était forte de tout ce qu'elle avait vécu. En dehors de ces échanges émouvants, le repas fut aussi très gai et nous avons beaucoup ri. Sonia, comorienne à la vie rude, a déclaré qu'elle n'avait jamais autant ri de sa vie et que cette soirée resterait pour elle extraordinaire. Enfin, pour garder un souvenir de ce temps fort, toutes ont voulu faire des photos de groupe, à garder précieusement et à ne surtout pas mettre sur les réseaux sociaux, a demandé Sonia. Nous nous sommes dit que dorénavant,
nous allions faire une sorte de club d'amitié féministe pour continuer à partager sur nos vies de femmes dans la société, et de cette place à prendre en osant dire les choses et en se délestant un peu de la charge mentale que nous portons toutes. Voici donc les récits de Sonia, Sadaf, Shaïda, Fatia, Fafan, Zainab, Lamia et Alida. Du journalisme narratif au journalisme de paix. Je veux porter la voix des minorités, des petits, des non-diplômés, des sans-voix ou de ceux qui parlent trop bas, ceux qui n'ont pas les mots, les oubliés, les enfermés, ceux qui font peur parce qu'ils sont différents, ceux qu'on fuit parce qu'ils nous dérangent, les opprimés, les effacés, ceux qu'on rejette pour leur religion, leur sexe ou la couleur de leur peau, les pauvres, les miséreux, ceux qu'on ne voit plus ou qu'on n'a jamais vus, ceux dont on pense qu'ils ont rien à dire, tous ceux qui ne sont pas de notre monde, qui nous empêcheraient presque de dormir tranquille si on s'y arrêtait. Ils sont notre humanité, notre lumière. Ils sont les grains de sable dans notre routine bien huilée. Ils viennent, et c'est heureux, nous sortir de notre zone de confort, nous bousculer dans notre quotidien. Je voudrais par ces récits tisser du lien social. Soniya. Je suis comorienne. Je suis venue à Mayotte à l'âge de 10 ans. C'est ma mère qui m'a amenée là-bas, elle m'a laissée et elle est retournée aux Comores. J'ai jamais été à l'école. Quand j'étais petite, je sortais pas de chez moi, juste pour l'école coranique. Sinon je fais le ménage, je ne joue pas. Sonia a eu une enfance rude. Une vie d'enfant qui travaille. Elle s'est mariée ensuite, jeune, à un Mahorais. Puis le couple a eu des enfants, 7 au total. Les années passent, les enfants grandissent mais leur deuxième fille est malade et son état empire. Le médecin de famille ne trouvant pas de traitement pour la soigner correctement, envoie la mère et la fille à la Réunion pour faire des examens plus approfondis, sans résultat notable. Il conseille alors à Sonia d'aller en métropole pour faire soigner la fillette, et l'aide dans ses démarches pour avoir une aide afin de financer son départ. Elle-même prend en charge les billets de ses autres enfants. Le couple convient que la mère partirait seule en emmenant les enfants avec elle, sauf l'aîné qui a un emploi à la mairie de Mamoudzou. Le mari, lui, reste au pays pour travailler. Sonia part donc avec ses 6 enfants, ainsi que son petit-fils qu'elle élève également. Je suis venue ici pour ma fille, pour sa santé. En voyant qu'elle souffre, elle tombe par terre, elle se cogne la tête tout le temps. C'est le cerveau qui fonctionne pas. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.